l'Utopia of the Seas, le World America, l'Icon ou encore l'Harmony of the Seas. Les paquebots de croisière sont de véritables géants des mers qui, depuis 20 ans, battent à chaque fois de nouveaux records. 350 mètres de long, soit près de 4 terrains de football. La hauteur d'un immeuble d'une vingtaine d'étages et des technologies toujours plus optimisées. Face à l'incroyable succès de la croisière, les armateurs comme Royal Caribbean ou MSC Croisière sont engagés dans une course à la démesure. Les chantiers navals qui construisent ces navires doivent alors repousser les limites de la construction pour assembler des paquebots exceptionnels. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la taille des navires a constamment augmenté et donc il a fallu nous doter d'outils plus puissants. La France excelle dans la construction de paquebots de croisière grâce à ce site, les Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Les Chantiers de l'Atlantique, c'est d'abord un des plus grands chantiers navals d'Europe. Aujourd'hui, c'est 10 000 personnes sur le site à peu près. C'est 3 à 4 paquebots en parallèle. C'est 2 à 3 paquebots qu'on livre chaque année. Ici se croisent des engins de levage hors normes, des coques de navires démesurées, flanqués de propulseurs surpuissants et des savoir-faire exceptionnels. Le plus grand défi, c'est la course contre le temps. Il faut livrer à l'heure des navires à plus d'1 milliard d'euros, car chaque retard entraîne des amendes colossales. C'est plusieurs millions d'euros par semaine de retard. Les ingénieurs français ont trouvé des solutions inédites pour assembler les blocs dans les temps. Avec ces 2 énormes portiques rouges et blancs, les ingénieurs navals font des merveilles. Alors, comment transformer ce navire à l'architecture navale aussi complexe en véritable ville flottante, divertissante et amusante? On va avoir une patinoire, on va avoir des simulateurs de surf. Les innovations technologiques des paquebots ne s'arrêtent jamais. Sur un paquebot, il y a à peu près plus de 2000 capteurs. Chaque seconde renvoie à terre en permanence les paramètres de fonctionnement du navire. Grâce à ces optimisations, le Celebrity Excel est sorti des chantiers en octobre 2025, équipé des toutes dernières technologies, comme sa fameuse étrave droite. C'est le même principe qu'un fil à couper le beurre. Ces évolutions répondent mieux aux enjeux du futur. Grâce à un accès inédit au plus grand chantier naval d'Europe, plongé dans les coulisses de l'incroyable construction des géants des mers. Les paquebots de croisière. Une industrie de tous les superlatifs, où tout est hors norme. Les plus grands navires touristiques du monde y sont construits. Ce sont de véritables mégastructures des mers. Un paquebot, c'est un centre de vacances flottant et mobile. Il faut imaginer un gros club de vacances à terre, mais qui est en mer et qui va se déplacer. Donc un jour, il va être dans un port, le lendemain, il sera dans un autre, et en une semaine, il peut avoir parcouru la moitié de la mer Méditerranée. Ils peuvent mesurer jusqu'à 360 mètres de long, l'équivalent de 4 terrains de football. Et atteindre 60 mètres de haut, la taille d'un immeuble de 18 étages. Le marché de la croisière est croissant depuis plusieurs décennies. C'est effectivement un style de vacances et de tourisme qui plaît beaucoup et qui plaît encore plus depuis la sortie du Covid en fait. Au début des années 2000, on comptait environ 7 millions de croisiéristes par an. En 2024, ce sont près de 35 millions de croisiéristes dans le monde qui ont profité de ces paquebots. La croisière s'est beaucoup démocratisée, c'est ça qu'il faut dire. C'est qu'au début, dans les années 80, quand ça a démarré, c'était sans doute réservé à une catégorie de personnes qui avaient les moyens. Aujourd'hui, en fait, tout le monde peut partir en croisière. En règle générale, un paquebot géant est composé ainsi. Sur le bas, c'est la coque. Dedans, on y trouve les moteurs, le carburant, les machines. Au milieu du paquebot, les grands espaces comme les théâtres, les restaurants. Sur les côtés, tout le long du paquebot, les cabines. Elles peuvent aussi donner sur l'intérieur du navire. On peut en compter plus de 2800 sur les paquebots géants. Enfin, au sommet, ce sont les espaces de loisirs, piscines, bars et autres attractions, comme les toboggans. Le paquebot en lui-même, on dit, c'est une destination. Et un gros paquebot, c'est une offre en elle-même. Vous avez des théâtres, des bars, vous avez des piscines, vous avez des espaces de jeu. Donc l'expérience, elle est très large.
Face à l'augmentation des croisiéristes, les armateurs sont en quête de navires toujours plus grands, technologiques et divertissants. Pour les constructeurs, c'est un défi de taille. Il faut un savoir-faire unique pour construire une merveille d'ingénierie navale tout en restant amusante pour les croisiéristes. En 2024, un colosse d'acier au design futuriste fend les eaux. C'est l'Icon of the Seas, un paquebot de la compagnie américaine Royal Caribbean, tout droit sorti des chantiers de Meyer Turku en Finlande. Et il surpasse tout ce qui avait été construit jusqu'ici. 365 mètres de long, plus grand que la Tour Eiffel couchée. 48 mètres de large et une soixantaine de mètres de hauteur. Il peut accueillir plus de 7000 passagers à capacité maximale. L'Icon a une jauge de 250 000 tonneaux, une unité spécifique propre au monde maritime qui permet de connaître son volume et son poids. Alors attention, parce que j'entends toujours dire 250 000 tonnes. Non, tonneau, en fait, c'est une unité de mesure de volume. La masse du navire, en gros, c'est 2 fois moins. Donc c'est un navire qui va peser dans les 120 000 tonnes. Ce qui reste très très gros pour un navire. Le Charles de Gaulle, par exemple, c'est 42 000 tonnes. Donc c'est 3 fois le poids du Charles de Gaulle. Les armateurs sont prêts à tout pour battre les records. Et les constructeurs doivent trouver des solutions innovantes pour repousser les limites de la construction. S'il y a une pièce sur l'Icon qui relève du génie technique, c'est bien celle-ci. L'Aquadome, le plus grand dôme de verre jamais construit sur un paquebot. Un record de construction au service du design. C'est un peu l'architecture signature de ce bateau-là. C'est cet aquadome, cette structure semi-sphérique, métallique et en verre avec plus de 670 panneaux de verre. Pour les constructeurs, tout se joue au centimètre près. Ils ont dû poser au sommet du navire ce dôme de 367 tonnes. À 367 tonnes, ça fait un Airbus à 380. Alors dit comme ça, c'est énorme. Le bateau fait 120 000 tonnes. Donc effectivement, c'est pas grand-chose au regard du bateau. Il y a donc une double contrainte pour ce dôme. Construire une structure à la fois légère et solide. Car le paquebot bouge et la coque peut se déformer avec le mouvement des vagues. Il a fallu 8 mois aux constructeurs pour assembler les 12 modules qui composent ce dôme. On imagine bien que si on met un aquadome géant avec des milliers de mètres carrés de vitres, et il faut faire aussi attention que ces vitres, elles n'explosent pas si jamais il y a un peu trop de mouvement. Le véritable défi pour cette superstructure de verre, c'est de la soulever, puis de la poser en haut du bateau. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'ils ont construit en fait un gréement métallique tenu par des câbles suspendus pour pouvoir maintenir la structure et la poser très délicatement comme une petite coque toute fragile sur le pont du navire. Car du fait de ces matériaux comme le verre, le dôme ne peut pas être soulevé en un seul point au risque de le briser. Le gréement fait la liaison entre les câbles du portique et le dôme. Il permet alors de répartir le poids en différents points d'accroche. Durée de l'opération, 80 heures. C'était une première parce que c'est la plus grosse structure de verre jamais installée sur un paquebot. Et voilà, ça fait partie des innovations technologiques qu'on peut voir sur les paquebots assez spectaculaires, quoi. Les ingénieurs navals font des merveilles. La taille de ce dôme est à l'image du navire. Gigantesque. Ces paquebots incarnent une industrie en plein essor qui ne cesse de se dépasser. Et il y a 2 raisons qui expliquent ce gigantisme. Premièrement, des raisons liées au coût. Un navire qui peut accueillir un plus grand nombre de personnes à bord sera plus rapidement rentabilisé. Un paquebot de 8000 passagers coûte moins cher que 2 de 4000. L'autre raison du gigantisme, c'est l'effet d'échelle lié à l'empreinte carbone par passager. Alors effectivement, il y a un effet d'échelle avec les très gros paquebots. Plus on met de monde à bord et moins l'empreinte carbone sera forte par kilomètre et par passager.
Finalement, plus le paquebot est rempli, moins la pollution de chaque passager est élevée. Peu de chantiers navals dans le monde sont capables de construire des paquebots aussi grands et optimisés. En France, il n'y en a qu'un et il se trouve sur la côte ouest, à Saint-Nazaire. Les chantiers de l'Atlantique. Ce site est mondialement connu dans le secteur maritime. Avec ses 100 hectares, ses engins de levage et ses ateliers démesurés, c'est un des plus grands chantiers navals au monde. Un lieu exceptionnel qui ne passe pas inaperçu quand on découvre Saint-Nazaire. C'est toujours assez spectaculaire quand on arrive à Saint-Nazaire. On est toujours épaté par ce qu'on voit, cette géographie toujours mouvante sur le port et les chantiers avec ces deux énormes portiques rouge et blanc. Les chantiers de l'Atlantique, c'est d'abord un grand chantier naval, un des plus grands chantiers navals d'Europe. Un lieu unique où on conçoit les navires, on les construit, on les met en service, on les essaie et on les livre. 3 à 4 paquebots peuvent être construits en parallèle. Lors de ces moments clés, on compte 10 000 personnes sur le site qui travaillent main dans la main, dans un but précis, construire les plus grands paquebots du monde. Avoir l'opportunité de poser des caméras sur ce site et filmer de l'intérieur la chaîne de construction est une chance inédite. Mais lorsque l'on voit ces bateaux dans leur cale, une question se pose. Effectivement, quand on voit ces paquebots, on se dit mais comment ça flotte en fait? C'est merci Archimède en fait. Concrètement, quand le navire avance, il déplace un volume d'eau très lourd. Pour que le navire flotte, il faut que la masse de ce volume soit égale au poids du bateau. Et puisque la cale est remplie d'air, le poids du bateau ne dépasse finalement pas le poids du volume d'eau déplacé. Le paquebot flotte. Et l'autre prouesse, c'est de stabiliser un navire de 60 mètres de haut. On va avoir tendance, c'est logique, à mettre tout ce qui est le plus lourd au fond parce qu'il faut que le poids principal soit au fond pour que le bateau soit bien assis sur la mer. Donc plus on va monter, plus les épaisseurs de tôle seront légères, plus les structures seront légères, plus le mobilier va être léger, plus tout va être léger en fait. Sauf quelques éléments que les constructeurs n'ont pas le choix de placer sur le haut du navire, comme par exemple les piscines. Mais celles-ci gardent des dimensions modestes. Ce qui explique d'ailleurs que sur la plupart des paquebots, on n'a pas une piscine olympique, parce que ça ferait trop de masse, et en plus de la masse mobile, puisque c'est du liquide, dans les hauts du navire. Donc on a des piscines qui sont généralement effectivement d'une taille plus modeste. C'est des questions simplement de poids et de stabilité. Tous ces éléments sont le résultat de mois de calcul et d'une chaîne de construction millimétrée qui débute toujours par une poignée de main entre l'armateur et le constructeur, et la découpe symbolique de la première tôle. Le premier rituel, c'est la découpe de la première tôle qui lance la construction en fait, du paquebot. Et 2 ans plus tard, le paquebot, on le voit partir. C'est aussi ce qui est gratifiant pour les gens qui travaillent dans l'industrie navale, c'est qu'on travaille sur un projet de A à Z, jusqu'au départ du navire. En 2024, une méga structure de 360 mètres s'élance dans l'estuaire de la Loire. L'Utopia of the Seas. Ce géant des mers, c'est le fruit de 2 années de construction et d'un exploit de génie logistique qui a permis d'assembler les 350 000 pièces qui le composent. Mais les armateurs ne demandent pas seulement des paquebots plus grands, ils doivent surtout être moins énergivores. Les technologies à bord doivent réduire la consommation d'énergie du navire. Pour illustrer les progrès que nous avons faits sur l'impact des émissions, un seul chiffre. Depuis un paquebot qu'on livrait fin des années 2000 et les paquebots qu'on livre depuis 4-5 ans, on a divisé par 2 les émissions par passager. L'architecture interne de l'Utopia, pensée par les chantiers de l'Atlantique, permet d'accueillir plus de 7000 passagers au sein de ses 2800 cabines. Des milliers de personnes ont travaillé sur ce géant. C'est ça un peu la magie technique de ces paquebots, c'est de réussir à faire travailler ensemble des dizaines de corps de métiers différents, extrêmement, avec des métiers qui n'ont rien à voir l'un à l'autre. On va du maçon au spécialiste de l'éclairage ou du son pour les salles de spectacle. Et il faut faire travailler tout ce monde-là
en même temps, dans un délai extrêmement réduit, sur un bateau qui lui-même est extrêmement complexe. Et ça, aujourd'hui, il n'y a que les Européens qui savent le faire à des prix ultra compétitifs. Alors, comment s'organise la chaîne de construction de telles mégastructures? Comment sont assemblés les blocs qui les composent? Et quelle est la première étape pour construire un paquebot? Tout commence ici, dans un lieu clé au chantier de l'Atlantique, l'aire de stockage des tôles. L'étape 1 pour un paquebot au chantier de l'Atlantique, c'est déjà la réception de la matière première. Ici, on se trouve devant le parc à tôles où nous allons recevoir des tôles par navire et par camion. Aujourd'hui, dans le parc à tôles, nous avons 3000 tôles, ce qui représente 450 références. Les références servent à différencier les milliers de tôles. Matière, taille, épaisseur, tout est inscrit sur la tôle. Pour un paquebot comme l'Utopia, il faut compter 500 000 mètres carrés de tôle. Une surface gigantesque comparable à plus de 70 terrains de football. Celle-ci compose la coque et tout le squelette du navire. Toutes ces tôles stockées sont ensuite traitées et envoyées par des robots dans l'atelier numéro 1 au chantier de l'Atlantique. L'usinage des tôles. L'usinage, ça consiste à découper les pièces dans une tôle. On va usiner chaque semaine 30 000 mètres de pièces. Ce sont donc bien 30 km de lignes de découpe qui sont produites chaque semaine, soit la longueur de 300 terrains de football. Et c'est possible grâce à ces machines, les centres d'usinage, qui découpent de manière autonome les pièces modélisées par ordinateur. Car l'autre défi pour les équipes de cet atelier, c'est de ne pas gaspiller de matière. Il faut optimiser chaque tôle. Alors, les chantiers utilisent la technique informatique de l'imbrication. L'imbrication, c'est quoi? C'est modéliser sous un outil informatique le positionnement des pièces dans les tôles dans le but d'optimiser notre matière première. La tôle est découpée en morceaux de puzzle géants qui viendront former le bateau. Le génie technologique ne s'arrête pas là dans cet atelier. Du fait du poids des tôles et de leur nombre conséquent, ce sont des dizaines de robots qui s'occupent de distribuer les pièces, les déplacer, les soulever et même de les souder. Nous avons investi il y a 2 ans dans des nouvelles lignes robotisées de soudure qui permettent d'optimiser les flux de production. Ces lignes robotisées viennent aider à l'autre mission de cet atelier, construire les cloisons, les murs du bateau. C'est ce qu'on appelle la préfabrication. Ici, les tôles que l'on voit à plat seront ensuite redressées pour être placées à la verticale. Des charpentiers rigidifient les cloisons, puis les robots soudent. Bien que les ateliers se modernisent et que la technologie soit en constante amélioration, le savoir-faire humain et la vérification sont encore de mise. Comme ces soudeurs qui viennent peaufiner le travail de la machine. Et quand on voit tout le parcours d'une pièce, de l'entrée de la tôle à la finition du navire, c'est très impressionnant toute cette proactivité et cette organisation nécessaire à la réalisation du navire dans les temps impartis par nos clients. On trouve les tôles dans tous les ateliers des chantiers, car elles composent presque l'entièreté d'un navire. Pour les assembler entre elles et les transformer en une seule et unique coque capable de résister aux forces colossales de l'océan, il faut qu'elles soient soudées de manière très solide, en projetant une forte chaleur sur le métal. Et c'est un travail d'une grande précision. Toutes ces soudures, c'est au millimètre près. C'est à peu près la tolérance qu'on a. Malgré tout, sur une longueur de 20 à 30 mètres, on doit être précis au millimètre. Pour être sûr qu'il n'y a aucune erreur, chacune des soudures est doublement vérifiée par une main humaine extérieure au chantier. Grâce à cet appareil, il est possible de vérifier la qualité des soudures,
Lorsqu'un pic apparaît, cela signifie que la soudure est défectueuse. Ici, on constate qu'elle a été correctement réalisée. S'il y a bien une partie du navire où la qualité des soudures est essentielle, c'est la coque. Ce sont elles qui garantissent son étanchéité et empêchent toute infiltration d'eau. La coque est également l'un des éléments sur lesquels travaillent le plus les ingénieurs, car sa forme détermine la fluidité du navire. Cette fluidité représente un défi majeur. C'est ce qu'on appelle l'hydrodynamisme. Lorsqu'un paquebot avance, il est freiné à hauteur de 95% par la résistance de l'eau. Donc l'hydrodynamique est vraiment le nerf de la guerre. Après, dans la résistance totale, on décompose deux parties. La partie résistance de frottement, c'est vraiment lié aux particules d'eau qui viennent frotter contre la carène. Et on appelle la résistance de vague, qui est en fait lorsque le passage du navire rentre dans l'eau et génère des vagues. Il faut donc limiter le frottement de l'eau contre la coque et réduire les vagues du bateau, que l'on appelle le sillage. Et la technique utilisée par les chantiers pour limiter le frottement de l'eau contre la coque, c'est l'ALS. L'ALS, c'est l'Air Lubrification System, un système d'air lubrifié. En fait, l'objectif, c'est de venir former une fine pellicule d'air entre l'eau et la carène qui va venir réduire la résistance de frottement des navires. C'est une innovation qui permet de se rapprocher du principe de l'aéroglisseur. Concrètement, sous la coque, on trouve des grilles d'1 mètre par 50 cm truffées de petits trous de 3 cm. De l'air comprimé est projeté par ces trous et la pellicule d'air vient se former entre l'eau et la coque, ce qui réduit le frottement et favorise l'avancée du navire. L'hydrodynamisme d'un paquebot répond à deux grands enjeux pour un constructeur et son armateur. Premièrement, un navire fluide dans l'eau consomme moins, ce qui coûte moins cher. Deuxièmement, cela améliore considérablement le confort des passagers, une condition primordiale pour un paquebot proposant un séjour agréable. Mais comment s'assurer que cela fonctionnera sur la mer? Les ingénieurs hydrodynamiques ont trouvé la solution. Tout est modélisé par ordinateur. Donc il y a des tests numériques qui sont faits, il y a la boucle d'optimisation qui fonctionne, et ça donne en fait un résultat final. Et ensuite, on vient le tester en essai sur modèle. Ce modèle est une maquette d'une dizaine de mètres de long qui valide les tests numériques. La grande nouveauté aujourd'hui, c'est de récupérer les informations d'un paquebot en exploitation grâce à des capteurs présents sur tout le navire. Sur un paquebot, il y a à peu près plus de 2000 capteurs qui chaque seconde renvoient à terre en permanence les paramètres de fonctionnement du navire. Pendant la traversée, ces milliers de capteurs s'activent et transmettent les informations à un paquebot informatique dans un ordinateur. C'est ce qu'on appelle le jumeau numérique. On fait tourner un jumeau numérique du navire qui simule les mêmes actions que le paquebot. Et on fait la course entre le jumeau numérique et le paquebot réel. C'est une collecte de données à bord qui permet d'optimiser le navire réel ou les futurs navires, afin de moins consommer ou de gagner en hydrodynamisme. Cette méthode est particulièrement efficace pour peaufiner cette pièce, le bulbe. On le retrouve à l'extrême avant de la coque de l'Utopia, et sa taille est colossale. Sur un navire tel que l'Utopia, un bulbe mesure environ 10 à 12 mètres de long et de hauteur de l'ordre de 9 mètres 50. Cette pièce est la clé de l'hydrodynamique pour un navire comme l'Utopia, car elle a une fonction très spécifique. Le mode de fonctionnement d'un bulbe, c'est qu'il vient générer une vague qui va venir en opposition de phase par rapport à la vague qui est créée par l'étrave. Ce qu'on appelle l'étrave, c'est la partie avant du navire qui n'est pas dotée d'un bulbe. Quand le navire avance, une vague se forme à l'avant. Plus le bateau avance vite, plus la vague grossit et freine le bateau. Avec l'apparition du bulbe, une seconde vague se crée derrière lui.
Et le creux de cette vague additionnelle coïncide avec le sommet de la vague d'étrave qui se retrouve annulé. On retrouve le bulbe sur tous les navires de la classe Oasis, dont l'Utopia fait partie. Et quand il s'agit d'améliorer l'hydrodynamisme, la recherche ne s'arrête jamais. Le bulbe a ses limites. Et il n'est efficace qu'à une vitesse spécifique. Il est également directement exposé au choc violent des vagues. Un phénomène que l'on appelle le tossage, lorsque la houle vient frapper la carène. Mais récemment, les équipes hydrodynamiques des chantiers de l'Atlantique ont innové et ont trouvé une solution pour répondre aux limites du bulbe. Avec ce paquebot, le Celebrity Excel, un colosse d'acier de 330 mètres pouvant accueillir 4000 passagers. Il sort tout juste des chantiers de l'Atlantique et propose des innovations à la pointe de la technologie, comme la forme de son étrave à l'avant. Contrairement à l'Utopia, l'étrave de l'Excel a une orientation différente. C'est ce que l'on appelle une étrave droite. Alors une étrave droite, au lieu d'avoir une étrave qui est penchée sur l'avant, en fait c'est une étrave qui pique, qui est verticale. Sur les paquebots comme l'Utopia, le haut de l'étrave est orienté vers l'avant et c'est le bulbe qui vient fendre l'eau. Sur la classe Edge, l'étrave plonge droit dans l'eau et le bulbe est directement intégré sur sa partie basse. Et le tour de force de cette forme d'étrave, c'est qu'elle vient répondre à la problématique du tossage. La houle est beaucoup moins dérangeante qu'avec un bulbe classique. C'est le même principe qu'un fil à couper le beurre. C'est-à-dire qu'en fait, il vient en fait rentrer, pénétrer dans l'eau de façon beaucoup plus optimale qu'une protubérance à l'avant. Les équipes hydrodynamiques des chantiers ont calculé que la résistance à l'eau est diminuée de 25 à 30% grâce à l'étrave droite. Cependant, un bulbe est toujours présent, mais il est beaucoup plus petit et discret. Sur l'étrave droite, on possède un petit bulbe qui vient contrecarrer un petit peu la vague qui est générée par l'épaulement à l'arrière de ce bulbe-là. Bien que l'étrave vienne couper l'eau, l'épaulement du navire, c'est-à-dire la coque, freine légèrement son avancée. Le petit bulbe vient créer une vague sous l'eau de chaque côté de l'étrave. Et dans un procédé identique au bulbe classique, le creux de la vague formée par le petit bulbe coïncide avec celle formée par l'épaulement. Le navire gagne en hydrodynamisme. Cette étrave droite donne une allure futuriste au paquebot de la classe Celebrity, qui gagne en consommation et en confort pour les croisiéristes. Alors comment sont construites et assemblées des structures aussi complexes que le bulbe ou que l'étrave droite? Leur forme particulière demande des savoir-faire très techniques, et s'il est complexe de designer de telles parties du navire, il l'est tout autant de les fabriquer. Peu d'endroits dans le monde en sont capables, mais au chantier, il y a un atelier particulièrement reconnu qui s'occupe de cela. C'est l'atelier 180 tonnes. L'atelier en fait a été créé pour pouvoir réaliser les panneaux les plus complexes d'un navire en termes de construction. Un panneau, c'est tout simplement un morceau du navire. Un panneau complexe a une forme spécifique. Le bulbe, par exemple. Dans cet atelier grand comme un terrain de football, c'est une équipe de 200 personnes, soudeurs et charpentiers, qui assemblent les panneaux les plus complexes d'un navire. Grâce à leur savoir-faire unique, les ouvriers du 180 tonnes peuvent assembler des tôles aux courbures complexes au millimètre près et les solidifier. Toutes les formes complexes de chaque navire ont été construites par cet atelier. Sur l'Utopia et le XL, on a réalisé toutes les pièces emblématiques qui sont l'étrave avant, donc les bulbes chez nous, donc soit inversées, soit normales, toute la partie arrière des navires. Si cet atelier s'appelle le 180 tonnes, c'est du fait de ces ponts. D'immenses structures de levage pouvant soulever des pièces pesant jusqu'à 180 tonnes. Il pourrait soulever 2 Airbus A320 remplis de passagers.
L'hydrodynamisme d'un paquebot est aussi optimal lorsque sa stabilité est garantie. Pour qu'il puisse profiter de la traversée, il n'est pas question de se laisser impacter par la météo qui se dégrade. Même sur un navire de plusieurs centaines de mètres, les secousses se font ressentir. Sur le pont, dans les cabines, les passagers peuvent être dérangés. Le bateau peut tanguer, c'est-à-dire bouger d'avant en arrière, ou rouler de côté. C'est ce que l'on appelle le roulis. Sur un paquebot de cette taille, le tangage se ressent à peine. En revanche, le roulis peut vite faire son apparition. Et il y a une innovation qui répond à ce problème, les stabilisateurs. Un stabilisateur, c'est comme si c'était une aile d'avion que l'on mettait sur les côtés du navire qui en fait vient contrecarrer l'effort de la houle sur le bateau. Les deux stabilisateurs se déploient automatiquement quand le navire perd en stabilité. Ils ont une surface de 15 à 20 mètres carrés, ce qui leur permet d'avoir une véritable efficacité lors de leur utilisation. En fait, on vient accélérer l'écoulement sur la partie extra-dos. La partie extra-dos, c'est le dessus du stabilisateur. Cette accélération-là vient créer une dépression. Lorsque le bateau penche à gauche, le stabilisateur de gauche s'incline vers le bas. L'eau qui passe par-dessus crée une dépression qui tire l'aileron vers le haut. De l'autre côté, c'est l'inverse. Le stabilisateur s'incline vers le haut et l'eau qui passe en dessous crée une force qui tire vers le bas. Le bateau est alors stabilisé grâce à ces doubles phénomènes. Les stabilisateurs combinent autonomie de fonctionnement et confort pour les passagers. Ils sont actionnés et s'orientent automatiquement grâce à des capteurs qui arrivent à estimer la gîte du bateau et la nécessité de le redresser. Un confort garanti, même lors du mauvais temps. Ce ne sont pas les seules pièces immergées du navire qui sont à la pointe de la technologie. Il y a aussi les pods. Ce sont les propulseurs du navire qui doivent faire avancer un paquebot de croisière de 120 000 tonnes. Un pod est un système de propulsion assez innovant qui a été développé dans les années 90, massivement utilisé depuis les années 2000. C'est une nacelle dans laquelle est inclus directement un moteur électrique sur lequel est équipée une hélice. Ils sont situés sous le navire à l'arrière. Ils sont composés d'hélices de plus de 6 mètres de diamètre chacune. On en compte 2, 3 ou 4 en fonction de la taille et du poids du navire. Ce sont des pièces technologiques où chaque élément a été étudié avant de le construire. Jusqu'à la matière des hélices, construite en bronze, pour des raisons précises. La première, c'est que l'acier est un matériau qui rouille et qui ne se protège pas contre la corrosion. Le bronze est un mélange de cuivre et d'aluminium qui permet de lutter contre la corrosion par les particules que le cuivre émet. Ensuite, pour des facilités de fabrication sur les coulées et sur l'usinage du bronze par lui-même. Leur capacité de propulsion est exceptionnelle. Sur l'Utopia, on a 3 pods de 20 MW et sur la Celebrity Excel, on est à 2 pods de 16 MW. Les 3 pods réunis de l'Utopia représentent une puissance d'environ 120 000 chevaux, l'équivalent de plus de 125 moteurs de Formule 1. Grâce à cela, ce paquebot peut avancer à plus de 40 km/h. Pour faire tourner un pod, nous avons besoin d'électricité. Cette électricité est produite par du carburant. Ce carburant, c'est de l'énergie thermique que l'on transforme en énergie mécanique. Cette énergie mécanique est ensuite transformée en énergie électrique. Cette énergie électrique va alors être convertie en fonction de la vitesse de rotation de l'hélice. Elle peut alors alimenter les différents pods. Le pod a été une révolution dans l'industrie des paquebots, car c'est un système qui présente de nombreux avantages. Premièrement, le gain hydrodynamique, dû notamment au placement de son hélice vers l'avant. Quand on observe un pod, on a l'impression qu'il est en mode marche arrière. Et le fait de placer l'hélice à l'avant permet littéralement d'aspirer l'eau. Le flux d'eau devant les pods n'est pas perturbé. L'autre avantage, c'est la localisation du pod. Il est entièrement situé à l'extérieur de la coque. Les vibrations de l'hélice ne se ressentent pas à bord. Et c'est aussi la maniabilité du paquebot qui est améliorée.
La grande force des pods, c'est qu'ils sont orientables à 360 degrés. Ils peuvent tourner dans tous les sens, ce qui facilite énormément le travail du commandant et de son équipage lors des manœuvres. Les 2 ou 3 pods sont tous désynchronisés. Donc on peut avoir un pod qui tire le bateau vers l'arrière et un pod qui est en transversal et qui permettent de décaler le navire du quai. Les pods sont peints en rouge, tout comme la partie immergée de la coque. C'est utile pour la protéger de la corrosion de l'eau de mer. Une coque se protège avec de la peinture avant tout. Donc un système de peinture sur une coque va avoir plusieurs couches. On va avoir ce qu'on appelle un système anti-corrosion, qui va généralement être constitué de 2 couches de peinture. Puis après, on va avoir une couche de liaison. Et puis, à la fin, on aura encore un autre type de peinture. 4 couches sont donc nécessaires pour protéger la coque. Il y a aussi ces éléments de couleur blanchâtre que l'on observe à proximité des pods. C'est ce qu'on appelle une anode sacrificielle. Et comme ça, la corrosion va attaquer cette anode, qu'on va pouvoir changer dans la vie du bateau et éviter comme ça la corrosion de la coque en acier. C'est une méthode appelée la protection cathodique. La coque est alors protégée de l'eau de mer. Pour manier son paquebot, le commandant peut aussi compter sur ses hélices à l'avant, les propulseurs d'étrave. Alors un propulseur d'étrave, c'est un tunnel qui traverse entièrement la coque, sur lequel on retrouve au milieu une hélice qui permet de faire de la propulsion latérale. Sur l'avant du navire, ces tunnels relient les 2 côtés de l'étrave. Des hélices y sont installées et permettent donc de faire directement pivoter le nez du navire. Cependant, les recherches en hydrodynamique montrent que les propulseurs d'étrave ont des limites. Ces propulseurs en fait génèrent une dépression. La dépression fait que l'eau rentre à travers le tunnel et vienne heurter la paroi du tunnel. Cet effet génère alors une perte hydrodynamique de l'ordre de 10%, un chiffre non négligeable, sur lequel les ingénieurs travaillent déjà. Mais de quoi est constitué un paquebot? C'est un ensemble d'environ 50 blocs, un chiffre qui a fortement diminué au cours des années. Pour donner un ordre d'idée, le Queen Mary 2, qui est sorti donc en décembre 2003 des chantiers de l'Atlantique, c'était un peu plus de 100 blocs. Aujourd'hui, les paquebots géants, c'est à peine plus de 50 blocs, c'est-à-dire 2 fois moins. Cette évolution a permis, grâce à ces engins de levage rouge et blanc ultra performants, de gagner un temps considérable. Et chaque bloc d'un paquebot est composé de structures. Ce sont les panneaux plans. Si on fait un parallèle avec un jeu de Lego, c'est une pièce de Lego et en les assemblant toutes les unes aux autres, on forme la totalité du navire. Un panneau plan, c'est une surface plane en tôle, encadrée par des cloisons. Ici, on voit un panneau plan avec des hublots, qui sera donc placé sur le flanc du navire. Il faut environ 600 panneaux pour former un paquebot. Ils sont construits ici, dans un atelier exceptionnel, l'atelier des panneaux plans. C'est le plus grand des chantiers de l'Atlantique. Et ses mesures sont colossales. Il s'étend sur une surface de 24 000 mètres carrés, soit 4 terrains de football. Sébastien Guérin est le responsable du secteur panneau plan, le chef de cet atelier. Nos caméras ont pu le suivre le temps d'une journée particulièrement dense. Le bruit constant de tôle qui s'entrechoque est impressionnant et laisse présager une activité ultra intense. L'atelier des panneaux plans réalise environ 10 000 heures de travail de production chaque semaine. On sort un panneau par jour par ligne. C'est 2 lignes de production de 400 mètres chacune. Sur ces lignes, les machines robots et les 350 ouvriers travaillent côte à côte à un rythme effréné. Le défi pour l'atelier, c'est de produire les 600 panneaux nécessaires à un paquebot en 9 mois. Cela représente 2 panneaux par jour. Le fonctionnement de l'atelier est simple. Il est divisé en 2 zones. La première qui s'occupe de la partie plane du panneau et la seconde qui s'occupe d'y assembler les cloisons verticales. Les parties plates, ce sont les nappes de pont. Ici, ce sont principalement ces machines autonomes, les PEMA, qui travaillent, sous l'œil attentif d'un contrôleur. Elles tracent, découpent, soudent.
Les PEMA ont remplacé d'anciennes structures et grâce à leur efficacité et leur autonomie technologique, elles ont permis de baisser le coût de production de 20%. Et la cadence, elle a mécaniquement été améliorée d'aussi de 20%. On produit 20% de plus par semaine qu'il y a 10-15 ans, pour 20% moins cher. Un gain important pour répondre à la nécessité de construire plus vite. Dans la seconde zone de l'atelier, le panneau commence à prendre forme. Les cloisons sont soulevées et déplacées par ces ponts jaunes, de puissants engins de levage. Ici va démarrer la production des panneaux où là on va passer en 3D en mettant les différents constituants, les cloisons sur les panneaux. Il y a aussi ces gros portiques orange automatisés. Ils déplacent le matériel de soudure qui sert à fixer les murs. Tout se pilote avec des consoles à distance, avec des caméras. En fait, le portique, il vient déposer le poste à souder directement dans la zone de travail pour éviter de tirer ou de déplacer du matériel. Et il y a aussi les ouvriers qui prennent le relais des machines, car c'est un travail d'orfèvre qui les attend. Pour y arriver, deux types de professions s'enchaînent. Les charpentiers métaux qui placent la cloison à la verticale, puis les soudeurs qui viennent terminer le travail. La cloison est solidifiée et le panneau plan est terminé. Grâce à cette organisation interne rigoureuse, les panneaux quittent l'atelier pour être assemblés sous forme de blocs. En règle générale, il faut 16 panneaux pour former un bloc. 4 côte à côte sur 4 niveaux. Et ce qui est étonnant, c'est que les panneaux sont construits à l'envers. Ils sont retournés puis assemblés pour former un bloc. Le sol du panneau est en fait le plafond. Mais pourquoi les constructeurs navals utilisent cette méthode? Un des éléments décisifs, c'est de maximiser le travail à terre, qu'on appelle le préarmement. Concrètement, le préarmement sert à favoriser le travail au sol et équiper les panneaux de toute la tuyauterie au plafond. Puis les panneaux sont retournés pour constituer les blocs. Vous comprenez bien qu'un bloc, il est bien plus facile de travailler au niveau du sol que de travailler à 40 mètres de haut. Concrètement, pour vous donner une métrique, s'il faut 1 heure pour faire un travail au sol, on peut mettre jusqu'à 4 heures à le réaliser à bord. Le préarmement, travailler au sol et à l'endroit, est un gain de temps et d'argent considérable. Le préarmement, ça se déroule dans les alvéoles d'armement, là où on est en ce moment. Ça sert en fait à réaliser nos travaux d'armement à couvert, sous un toit, pour éviter d'être perturbés par les intempéries. Un travail extrêmement dense. Il faut installer les câbles électriques. Ainsi, pour les plus grands paquebots du monde, on peut compter jusqu'à 5000 km de fil électrique. C'est quasiment la distance de Paris à New York. C'est effectivement une course contre la montre pendant tout le processus. Donc un panneau comme vous voyez là, on va mettre 2 jours pour installer les chemins de câbles, les gaines et les tuyauteries. Les blocs préarmés du paquebot sont prêts et attendent sur l'aire de prémontage pour un moment clé, l'assemblage. Les chantiers doivent mettre en place les moyens pour soulever et assembler des blocs de plusieurs milliers de tonnes sans perdre de temps, car la livraison se rapproche et il faut respecter le délai à tout prix. Les armateurs ont prévendu des milliers de tickets de croisière avant même que le paquebot soit terminé. Un retard potentiel de livraison engendrerait des coûts d'annulation de croisière extrêmement élevés. Les pénalités de retard qui figurent au contrat de construction sont phénoménales. C'est plusieurs millions d'euros par semaine de retard. Il y a 2 géants au chantier qui permettent de ne pas perdre de temps pendant la construction, les portiques de Saint-Nazaire. 2 colosses d'acier aux dimensions pharaoniques. Le très haut portique atteint une taille de 80 mètres, un immeuble de 25 étages. L'autre, c'est le très grand portique, qui atteint 60 mètres.
Il peut soulever les blocs les plus lourds, jusqu'à 1200 tonnes, le poids de 120 autobus. Il coulisse le long de l'aire de prémontage pour déposer les immenses blocs au bon endroit. Les deux portiques assurent la même fonction. Il y en a un néanmoins qui est plus costaud, puisqu'il peut lever jusqu'à 1200 tonnes. Et il y en a un qui est un petit peu moins costaud, 1000 tonnes quand même, hein, mais qui est plus haut et qui nous permet de passer au-dessus des cheminées et des éléments les plus élevés des navires. C'est aussi possible grâce à leur croc de levage, les éléments qui viennent directement agripper le bloc avant de le soulever. Le très gros portique, qui lui a plusieurs points d'accroche, hein, on appelle des crocs, qui permet de lever les blocs en 4 points. Ce qui permet du coup de régler les blocs dans toutes les dimensions. Et vous imaginez bien, quand on accoste un bloc de 1000 tonnes sur une coque, hein, des blocs qui peuvent faire jusqu'à plus de 40 mètres de large et 40 mètres de long, les accoster à moins d'1 centimètre près, ça relève vraiment du travail de précision. Grâce à l'efficacité des portiques, le gain de productivité des chantiers a été amélioré de 25%. Il y a évidemment un personnel très qualifié pour le piloter et une organisation parfaitement huilée avec un conducteur en cabine et puis une équipe au sol avec un chef de manœuvre qui va coordonner la manœuvre entre le pilote qui est en cabine et les gens qu'on appelle les élingueurs, hein, qui accrochent le bloc au sol et qui en suivent après la trajectoire pendant son plan de vol jusqu'à ce qu'on a son accostage à bord. Ces manœuvres impressionnantes ne s'arrêtent jamais et ont lieu de jour comme de nuit. Les portiques enjambent la grande cale de construction, appelée Forme B, là où les paquebots flottent tous pour la première fois. Avec ses 900 mètres de long, c'est l'une des plus grandes cales d'Europe. 3 tours Eiffel pourraient y rentrer. Alors on est ici dans la Forme B des chantiers. Elle est astucieusement en 2 niveaux, ce qui nous permet de mettre à flot le navire que vous voyez derrière moi, puisque on a juste à côté hein, l'ouverture sur la Loire. On va donc mettre en eau cette forme tout à l'heure. Et quand on aura égalisé les niveaux entre la Loire et la forme, on pourra ouvrir la porte et sortir le navire en Loire. Le fait d'avoir 2 niveaux permet alors de mettre en eau un navire fini sur la partie basse et de laisser au sec l'autre navire en construction sur la partie haute. En attendant, le paquebot repose dans la cale et à sa vue, une question se pose. Comment un tel colosse tient-il en équilibre? Il est en fait posé sur plusieurs rangées de béton. Ce sont des tas. Un navire si grand est stabilisé effectivement au moyen d'une ligne de thym. C'est cette ligne de thym qui nous permet d'assurer la stabilité du navire pendant la phase de construction. Et sur le haut du béton, une partie est en bois pour ne pas déformer la coque ou abîmer la peinture. Le paquebot se dessine enfin dans la géographie de Saint-Nazaire. Les prévisions météo étant parfaites, les chantiers attendent que la marée soit haute. Les vannes s'ouvrent et l'eau va pouvoir inonder la cale et soulever le géant. Un moment extrêmement important pour les femmes et les hommes ayant travaillé sur la construction du navire. La mise à flot, c'est toujours un moment, un grand moment pour toute l'équipe. On essaye souvent de la célébrer d'ailleurs, parce que c'est un moment clé, c'est la fin d'énormément de planning qui doivent arriver tous converger vers la mise à flot. Quand on va mettre à flot ce navire, hein, c'est un moment émouvant pour nous tous, hein, puisque voilà, c'est la première fois que le bateau va flotter, bébé apprend à nager. Et puis, la première fois que le bateau voit l'eau, évidemment, il faut contrôler hein, qu'il n'y a aucune voie d'eau, parce que finalement, il y a quand même beaucoup de connexions entre la carène et l'eau. Après ces vérifications, le paquebot flotte pour la première fois. À ce stade, aucun moteur n'est allumé. Le bateau est encore inerte et n'a pas été alimenté en carburant. Certaines peintures ne sont pas terminées. Il doit donc se diriger dans un ultime bassin pour la dernière étape. Une phase que l'on appelle, dans l'industrie navale, l'armement. L'armement d'un paquebot, c'est ce qu'on va venir en fait installer une fois que la coque métallique est réalisée. Donc par exemple la peinture, l'isolation, et puis après on va aussi avoir tous les métiers d'agencement. Avant l'armement, le paquebot n'est qu'une barque géante qui flotte. Il faut donc finir le navire, l'aménager.
et une grande diversité de métiers se croisent lors de cette phase. Les cordistes, ça fait partie des nombreux métiers à la fin de la construction des paquebots. C'est assez impressionnant parce qu'on dirait des petites fourmis au bout de leurs cordes qui descendent et qui montent. Il faut organiser tout l'aménagement d'une ville flottante, et ce, en moins de 2 ans. Les chantiers de l'Atlantique peuvent utiliser 3 bassins différents, aussi appelés formes d'armement. La forme C, parfois la forme Joubert, ou le bassin Pinouette. Pendant l'armement, il faut aussi gérer les installations de loisirs, toboggans, piscines. Un défi logistique hors norme au vu des attractions de certains navires, comme celle de l'Utopia. L'armement de l'Utopia of the Seas est relativement complexe. Il y a des installations qu'on va retrouver sur ces navires-là, qu'on ne retrouve pas forcément sur toutes les autres séries de navires. On va avoir une patinoire, on va avoir des simulateurs de surf. Au pic de la phase d'armement, on peut trouver jusqu'à 2000 personnes qui travaillent à bord du navire. Tout le monde doit tenir les délais, car l'échéance approche. Le vrai moment où le navire devient vivant, c'est quand on commence à l'alimenter en énergie. Après, le deuxième geste, c'est on met du combustible à bord et on commence à démarrer et à produire notre propre électricité. Car un paquebot est indépendant énergétiquement. Il utilise son carburant pour faire fonctionner une centrale électrique à bord qui alimente alors tout le navire. Il va pouvoir être guidé dans l'estuaire de la Loire pour la première fois. Il va bientôt être pris en charge par l'armateur. Mais qui est en capacité de manœuvrer un tel colosse? Comment s'assurer qu'il sorte du port sereinement sans taper le quai qui se trouve à quelques centimètres? Ces manœuvres ultra précises ne sont pas possibles sans un métier clé de voûte dans l'industrie maritime, un savoir-faire qui fait la liaison entre sa construction et son exploitation. Les pilotes maritimes, une profession très technique qui a un rôle précis. Un pilote, ça sert à quoi? Ça monte à bord d'un navire et ça aide, ça guide le commandant lors des manœuvres d'approche, d'accostage et d'appareillage. Le paquebot est géré par son commandant de bord. Il a la responsabilité du navire. Mais lors des approches portuaires complexes, c'est là que le pilote intervient. Il rejoint le commandant grâce à une pilotine, puis monte sur le plus gros bateau pour venir le conseiller et le guider. Un métier qui s'exerce aussi pour les porte-containers ou les cargos. Pour donner un ordre d'idée, on prend le cas d'un pilote de ligne dans n'importe quelle compagnie aérienne. Il est qualifié pour un type d'appareil et il peut aller atterrir dans tous les aéroports du monde. Et nous, on est qualifié pour une zone. On ne peut pas être pilote de tous les lieux. Je ne peux pas être pilote à Marseille, je suis pilote à Nantes-Saint-Nazaire. Dans cette zone, l'activité portuaire ne s'arrête jamais, sauf lorsque les conditions météo sont trop violentes. Et pour les pilotes, la maîtrise et la sécurité sont leur quotidien. L'activité des pilotes de Loire, je précise, c'est 5000 opérations par an. Entre la raffinerie, l'éolien, on a construit les 2 premiers champs éoliens en France, et puis vous avez également toute l'activité des chantiers de l'Atlantique. Car la spécificité pour les pilotes de Loire, c'est qu'ils sont aussi là pour sortir les paquebots de leur bassin. À bord de la passerelle du paquebot, un véritable concentré de technologie s'offre aux pilotes. Et grâce à sa connaissance du lieu, il peut donner des informations très précises au commandant pour favoriser la sécurité. L'alliance pilote-commandant, c'est la clé de voûte de la sécurité. C'est-à-dire que bien au-delà de cette alliance entre le pilote et le commandant, c'est bien l'équipe passerelle qui est prise en compte. Parce qu'on a besoin de tous les yeux et tous les éléments de la passerelle pour faire en sorte que la sécurité soit optimale et donc diminuer le risque pour l'opération de pilotage. Les conditions sont différentes pour chaque port. Les fonds marins, les courants, le vent. Les pilotes connaissent les changements météorologiques du port auquel ils sont rattachés. Ici, à Nantes-Saint-Nazaire, ils sont 30 parmi les 330 pilotes en France et les 8500 dans le monde. Dans l'estuaire de la Loire, tous les navires de plus de 75 mètres sont pris en main par les pilotes qui interviennent de jour comme de nuit.
Ce métier complexe demande une grande expérience, surtout quand il s'agit de manier des paquebots géants. Le côté gigantisme, c'est toujours impressionnant, évidemment. Après, on ne devient pas pilote sur ces grosses unités du jour au lendemain. Il y a une progression naturelle. C'est-à-dire, pour être pilote sur ce genre de navire, il faut avoir 10 ans d'expérience. 10 ans d'expérience requis, car les risques encourus lors d'une manœuvre sont conséquents. Pour un paquebot à plus d'1 milliard d'euros, il ne faut pas se louper. Et pour apprendre, il y a aussi les pilotes instructeurs comme Bertrand Moriot. Il transmet ses expériences de terrain aux pilotes stagiaires. Car la difficulté pour manier un paquebot, c'est sa voilure. La voilure, c'est toute la surface latérale d'un navire qui prend le vent et qui peut le pousser contre le quai. Ce sont 16 000 mètres carrés, soit plus de 2 terrains de football. 16 800 mètres carrés de voilure. C'est énorme. Donc un peu de vent là-dessus, c'est géant, quoi. Ça fait des poussées qui sont hyper impressionnantes. Ça se joue au centimètre, au mètre près quand même. Et voire au centimètre pour les paquebots, parce qu'ils sont placés au centimètre près. Alors comment apprendre à manier de tels colosses? Comment s'assurer de la réussite de la manœuvre le jour J? Sur les bords de la Loire, à Nantes, les pilotes ont trouvé la solution. Un simulateur qui reproduit les conditions du port de Nantes-Saint-Nazaire. Guillaume Dalmar a accepté de nous ouvrir les portes de ce centre d'entraînement muni des dernières technologies au service du pilotage. Donc bienvenue à la passerelle, ici c'est le cœur névralgique du simulateur mais aussi d'un navire. Il faut savoir qu'ici on est dans le plus gros simulateur de France. 310 degrés de vision, on a 36 mètres carrés de passerelle. Ça nous permet d'avoir suffisamment de place pour pouvoir exploiter toutes les capacités du simulateur. Elles sont époustouflantes. Les pilotes arrivent à reproduire tous les types de bateaux et peuvent les piloter grâce à des instruments très précis. La prouesse, c'est aussi de pouvoir modéliser le port sous n'importe quelle condition météorologique. Et ces différents scénarios sont opérés par Bertrand depuis la salle de contrôle. Quand tu veux. Et donc là, Bertrand nous a mis, notre instructeur nous a mis, on est en mode nuit avec de la pluie. La modélisation des ports, on est le seul centre à pouvoir le faire en France. Le principe, c'est qu'on se déplace sur site, on fait des photos, et puis après, avec des modélisations 3D, on est en capacité de mettre le navire dans un environnement adapté au travail du pilotage. Résultat, une véritable immersion pour les pilotes qui s'y entraînent. Comme aujourd'hui, Édouard et Gauvin, 2 pilotes stagiaires, s'entraînent pour sortir du bassin C un paquebot de la classe Celebrity. Tout commence avec le briefing, où Bertrand indique les consignes et transmet les informations concernant les conditions météo. Tout est finement étudié afin que la manœuvre soit parfaite. Le canal 6 pour la manœuvre. Le chenal est à vous. Ouais, aussi. Et ben la manœuvre, on peut larguer les pointes, s'il vous plaît. Le pilotage commence. Dans la passerelle, la concentration est maximale. Tout se joue au centimètre. À l'aide des pods, ils doivent sortir le paquebot dans la baie de Saint-Nazaire. Encore un tiers du navire à sortir. Ouais, parfait. Le nez est sorti de l'embectage. Le nez est sorti, parfait. Bah, Bertrand, on arrête. Ok. La manœuvre est réussie. C'est grâce à ce genre d'entraînement et de savoir-faire que le Celebrity Excel s'est extrait des chantiers pour la première fois en septembre 2025. Le pilotage tisse alors le dernier lien entre la construction et la vie d'un paquebot. Un moment unique pour les pilotes de Loire qui deviennent alors les pilotes d'essai de ce bateau. Ce sont eux, les premiers à le manœuvrer. Les gens sont contents de voir ce fleuron sortir parce que c'est un véritable travail de territoire. C'est-à-dire que dedans, vous avez les chaudronniers, vous avez les ingénieurs, vous avez les gens qui ont travaillé sur cet outil. Et nous, on le fait sortir et c'est formidable. Quand un paquebot quitte les chantiers de l'Atlantique, habituellement, on a des milliers de personnes qui se rassemblent sur les quais de Saint-Nazaire pour assister au départ.
l'exploitation du paquebot peut enfin commencer, après les 3 à 4 années qui ont suivi la signature entre l'armateur et le constructeur. En mer, de nouveaux défis vont apparaître. Il faut d'abord assurer la sécurité du navire et celle de ses 5 à 8 000 passagers. Même si ce sont des aléas qui seront gérés par les armateurs, tout a été étudié en amont par les chantiers navals dans les bureaux d'études. Et rien ne peut être laissé au hasard pour éviter le risque numéro 1, l'incendie à bord. Il faut pouvoir contrôler chaque départ éventuel de feu. Il faut savoir que les départs de feu les plus classiques à bord des navires, c'est le mégot de cigarette oublié quelque part. Donc depuis quelques années, les zones réservées aux fumeurs sont de plus en plus limitées et il y a beaucoup d'armateurs qui ont choisi de faire des navires non fumeurs. Le risque incendie est donc limité par ces mesures. Et le navire est aussi équipé de portes coupe-feu afin de le découper en zones indépendantes. On sépare les espaces les uns envers les autres en respectant une isolation incendie, ce qui permettra d'éviter de propager l'incendie rapidement aux différentes parties du bateau. C'est un système qui fonctionne aussi pour le risque numéro 2, les envahissements d'eau au sein de la coque du navire. Pour contrer ce risque, aujourd'hui, les navires sont séparés en compartiments étanches d'à peu près 10 à 15 mètres de long, qui permettent de limiter les envahissements en cas d'ouverture sur la coque du bateau. Cette séparation est appelée la ségrégation du navire. Il est découpé en tranches à la verticale et à l'horizontale. Et si un endroit est contaminé par un incendie ou une voie d'eau, le danger ne se propage pas. Il y a aussi les chaloupes qui peuvent aider à évacuer le paquebot. Elles peuvent accueillir 300 à 400 personnes et sont complétées par des radeaux gonflables qui se déploient en cas d'extrême urgence. Les paquebots comptent toujours plus de moyens d'évacuation qu'il n'y a de passagers. Mais aujourd'hui, la plupart des acteurs de l'industrie des croisières s'accordent sur un point en termes de sécurité. Il est plus sûr que les passagers restent à bord du navire plutôt que de les évacuer. Dans la gestion des risques à bord des navires, tout le monde s'accorde pour dire que ce qui est important, c'est de réussir à conserver les passagers à bord du navire dans des conditions sûres le plus longtemps possible. Et donc aujourd'hui, les navires sont tous conçus pour qu'il y ait suffisamment de redondance pour qu'en cas d'incendie ou d'envahissement, le navire puisse rentrer par ses propres moyens vers le port. Les redondances. C'est un principe que l'on trouve sur tous les paquebots. Si un équipement très important a été endommagé dans une partie du navire, ce même équipement existera forcément à un autre endroit. Durant la croisière, 7 à 8 000 personnes vont vivre sur ce bateau. Et il y a une ressource de première importance, l'eau. Entre les douches, l'eau potable, les activités nautiques, les besoins en eau sont colossaux. Entre 200 et 250 litres d'eau par personne et par jour, soit l'équivalent d'une piscine olympique d'eau potable à produire au quotidien. Impossible de tout stocker à bord du bateau. Alors, les constructeurs ont trouvé une solution, la désalinisation de l'eau de mer. Elle est pompée et ensuite désalinisée pour la rendre potable. 2 systèmes existent à bord du navire. La première solution, c'est de faire évaporer de l'eau en utilisant de la chaleur. Et l'eau qui est évaporée est donc douce. La chaleur qu'on utilise, c'est de la chaleur provenant des moteurs du navire. Donc c'est de la chaleur qui, quelque part, est gratuite. L'eau est stockée à proximité des moteurs. La chaleur des moteurs est utilisée pour faire évaporer l'eau. On récupère l'eau désalinisée, puis on la reminéralise pour la rendre potable. Mais le défi, ce n'est pas tant de produire de l'eau potable, car cette technique est connue depuis maintenant longtemps. Le vrai défi, c'est de produire cette eau en économisant un maximum d'énergie. Et c'est pour cette raison qu'un deuxième système existe. Si pour produire de la chaleur, il faut brûler du combustible, en termes d'économie d'énergie, ça n'a plus du tout de sens. Donc dans ce cas-là, on utilise plutôt les osmoseurs, qui eux n'utilisent que d'électricité. L'osmoseur est une forme de filtre. L'eau passe à travers une membrane
et les particules de sel sont retenues. L'eau est alors rendue potable. Ces deux systèmes coexistent car la première technique, celle de la bouilloire, ne fonctionne que lorsque les moteurs dégagent suffisamment de chaleur, donc quand le paquebot avance. Ce système a vocation à être de moins en moins utilisé. Les armateurs privilégient aujourd'hui l'utilisation de l'osmoseur. L'eau aujourd'hui, pour des raisons d'économie d'énergie, on la produit plutôt à partir d'osmoseur. Une fois utilisée, l'eau des douches ou des piscines est évacuée après avoir été traitée à bord par une usine de traitement d'eau très efficace. Donc aujourd'hui, une usine de traitement des eaux d'un paquebot, c'est peu ou prou une usine de traitement du terrestre. Les rejets sont exactement les mêmes. L'industrie de la croisière s'adapte aux défis de l'environnement. Depuis 2022, un nouveau carburant a fait son apparition, le GNL, ou gaz naturel liquéfié. Il est stocké sous forme liquide pour une raison précise. Le fait de le liquéfier permet de réduire le volume qu'il va occuper. Donc il va occuper une place 700 fois plus faible par rapport à sa forme gazeuse à pression atmosphérique. Sur le paquebot, le GNL est stocké dans d'immenses cuves qui se trouvent dans le fond du navire à l'arrière. C'est ce carburant qui alimente les moteurs situés à proximité. Le GNL est utilisé sur l'Utopia of the Seas. Et l'installation de ce carburant, et notamment de ces cuves, a été un véritable défi. Car l'armateur a décidé de changer de système de carburant pendant la construction du navire. Prévu au diesel, il a demandé au chantier de l'équiper en GNL. Il a fallu tout réadapter. La particularité de l'Utopia sur la série, effectivement, a été son changement de propulsion. C'est une décision qui n'a pas été facile à prendre, qui fait que les gros équipements, les diesels et les cuves, sont arrivés un petit peu tard par rapport au planning nominal du projet et a un peu perturbé sa construction. C'est un projet qui a demandé beaucoup d'agilité pour réussir à respecter les délais et tenir les grandes échéances du bateau. Un pari réussi, dû aux avantages liés aux émissions du GNL. Premièrement, il a drastiquement réduit les particules nocives pour la santé que l'on retrouvait dans le fioul ou le diesel, oxyde de soufre, oxyde d'azote et particules fines. En termes de réduction des émissions de polluants, il réduit jusqu'à 85% les émissions d'oxyde de soufre, 90% au niveau des oxydes d'azote et jusqu'à moins 95% des particules fines. L'autre avantage lié à l'utilisation du GNL est celui de la réduction des émissions de CO2. Elles ont baissé de l'ordre de 5 à 10% par rapport au fioul traditionnel. Un chiffre qui peut être encore amélioré et sur lequel les chantiers travaillent. Mais le GNL a quelques inconvénients comme les fuites de méthane. Elles sont minimes, mais elles existent. Et au chantier de l'Atlantique, les ingénieurs travaillent avec les motoristes pour réduire cela. Aujourd'hui, le futur des paquebots se dessine. Avec des normes de plus en plus contraignantes en faveur de l'environnement, les chantiers navals doivent trouver de nouvelles approches de la croisière et de nouveaux carburants. Et le plus beau fuel, en plus qui a aussi des connotations poétiques qui appellent au voyage, c'est le vent. Donc, sur certains navires, pas nécessairement les plus grands navires, c'est la propulsion vélique, un des grands futurs de l'industrie de la croisière. Donc la propulsion vélique, c'est le fait d'être capable de propulser un navire par la force du vent. C'est-à-dire qu'on est capable de propulser complètement le navire à l'aide des gréements ou des voiles. Et pour cela, il y a une invention, Made in Saint-Nazaire, qui change la donne. Solid Sail, un gréement géant ultra technologique équipé de voiles en fibre de verre. C'est une voile en panneau semi-rigide. Ce sont des cadres en carbone avec de la fibre de verre pour faire la membrane intérieure. Et ces panneaux se replient en accordéon et ils se déploient. Une invention française, prête à être utilisée afin de propulser des navires aux tailles exceptionnelles. En hauteur, on a quasiment 80 mètres.
C'est un bâtiment quasiment 20 étages. C'est énorme, c'est des très grandes dimensions, mais c'est ça dont on a besoin pour être capable de propulser les navires dans toutes les conditions. Le premier navire à utiliser cette innovation technologique, le voici. Le Neoliner Origin, un cargo créé par une société française, Neoline, de 134 mètres de long. Un voilier de 20 mètres, généralement, va avoir peut-être 100 mètres carrés de surface de voile. Là, on est à 3000, donc c'est vraiment beaucoup plus important. Cela correspond environ à 20 voiliers de compétition qui participent au Vendée Globe. Et grâce à cette technologie, le Neoliner réduit ses émissions d'environ 80% par rapport à un navire de même capacité. Pourra-t-on installer ces immenses voiles sur des paquebots de croisière? Cela semble compliqué sur les géants des mers, car ils atteignent déjà des hauteurs démesurées. Mais au chantier de l'Atlantique, des paquebots plus petits commencent à s'équiper en voiles. Une volonté de perpétuer l'excellence française dans la construction des paquebots et dans l'innovation technologique.